Alors, donc pour la suite du cours d'algèbre 2, donc on a déjà défini dans le cours précédent donc la notion de morphisme entre deux groupes donnés. Donc lorsqu'on se donne un groupe G1 muni d'une loi point, un groupe G2 muni d'une loi étoile, on a vu donc la définition d'un morphisme de groupe entre G1 et G2. C'est toute application qui est définie de G1 dans G2 qui vérifie la chose suivante: quel que soit x, y appartenant à G1, f de x point y égale à f de x étoile f de y. C'est-à-dire l'image du composé de x, y par la loi point, c'est le composé de l'image de x et de y par la loi étoile. Donc on a donné donc des exemples de morphisme et on a vu donc la propriété suivante. Si on prend E1, l'élément neutre de la loi point dans G1, donc c'est son image, c'est tout simplement l'élément neutre de la loi étoile dans le groupe G2. F de l'élément neutre de G1, c'est l'élément neutre de G2. Ensuite, on a vu aussi la propriété suivante: quel que soit x appartenant à G1, le groupe de départ, f du symétrique de x par la loi, le symétrique de x pour la loi point, donc c'est le symétrique de l'image de x, donc là le symétrique par rapport à la loi étoile. Donc une troisième propriété, donc si on se donne H1 un sous-groupe de G1, alors l'image directe de H1, c'est-à-dire l'ensemble des éléments de l'ensemble d'arrivée qui sont de la forme f de x, avec x appartenant à H1, est un sous-groupe de G2. Donc quelques explications de ça. Donc si on se donne donc deux groupes, donc G1 menu de la loi point, et on a donc G2 muni de la loi étoile. Si on se donne F un morphisme, ou bien un homomorphisme, un morphisme de groupe, on dit aussi morphisme de groupe. Donc d'abord, donc soit H1, donc un sous-groupe donc de G1. Donc d'abord f de H1, c'est quoi par définition? Donc f de H1, c'est l'ensemble des y appartenant à G2, tel que pour ce y-là, il existe x appartenant à H1 et y est de la forme f de x. Ce qu'on peut écrire directement, c'est l'ensemble des y de la forme f de x, c'est-à-dire c'est l'ensemble des f de x, tel que x appartient à H1. C'est tout simplement l'ensemble formé par les images des éléments de H1. Donc par définition donc, de f de H1, donc f de H1 est une partie de G2. Donc on a les choses suivantes, on a donc f de H1 est une partie de G2. Donc lorsqu'on prend x appartenant à H1 qui est inclus dans G1, f de x il appartient à G2. Deuxième chose, on va vérifier que cette partie-là, qu'on va appeler K1, c'est pas seulement une partie de G2, mais c'est un sous-groupe de G2. Donc, petit t,
on a l'élément neutre E1 de J1 appartient à H1. Pourquoi? Parce que H1 est un sous-groupe. Puisque H1 est un sous-groupe. Et donc, l'image de cet élément-là, F de 1, il appartient à ce qu'on appelle l'image directe de la partie H1. Donc, pour une application quelconque F, on peut toujours définir ce qu'on appelle l'image directe de cette partie-là, qui va être une partie de l'ensemble d'Arib. Et F de 1, on a vu que c'est égal à E2. Donc, d'où E2, il appartient à F de H1. Et donc, F de H1 est différent du vide. F de H1 n'est pas une partie vide. Deuxième chose, deuxième propriété de ce groupe, donc on va prendre deux éléments de F de H1, donc quel que soit Y1, Y2, deux éléments de F de H1, il faut montrer que Y1 étoile Y2 moins 1, ça reste, il appartient à F de H1. Entre parenthèses, Y1 appartient à F de H1, ça veut dire qu'il existe X1, il va exister aussi X2 appartenant à H1, tel que Y1 il est de la forme F de X1 et Y2 est de la forme F de X2. On a Y1 étoile Y2 moins 1. Est-ce qu'il appartient à F de H1? Pour vérifier est-ce que F de H1 il est stable par la composition et par passage au symétrique. Y1 étoile Y2 moins 1, c'est égal. C'est F de X1 étoile F de X2 le tout moins 1, qui est égal F de X1 étoile F de X2 moins 1, c'est la même chose que F de X2 moins 1 à l'intérieur. Ça, c'est d'après la propriété précédente. Donc, voir avant. Voir la propriété précédente. F de symétrique, c'est le F du symétrique d'un élément. C'est le symétrique de l'image de cet élément-là. Et ça, c'est égal à F de X1 point X2 moins 1. Si vous voulez, car F est un morphisme. F est un morphisme. F de A point B, c'est égal à F de A étoile F de B. En posant bon, U égale à X1 point X2 moins 1, on a la chose suivante. On a d'abord U, il appartient à H1, car X1, X2 sont des éléments de H1, et ce produit-là, ça reste dans H1 parce que H1 est un sous-groupe, et parce que H1 est un sous-groupe. C'est un sous-groupe. Donc, U appartient d'où? U appartient à H1 et l'élément Y1 étoile Y2 moins 1, c'est l'image de U. Ce qui donne, ce qui implique le fait que Y1 étoile Y2 moins 1, il appartient à F de H1, puisque c'est l'image
d'un élément de H1. On souligne donc ce qu'on vient d'obtenir à la fin. Donc on a pris donc Y1, donc quel que soit Y1, Y2 appartenant f de H1, Y1 étoile Y2 moins 1, il appartient aussi à f de H1. Et on a vérifié que f de H1 est non vide, ainsi, ou par suite, donc par suite, f de H1 est un sous-groupe de G1. Donc, est un sous-groupe de G2, de l'ensemble d'arrivées, du groupe d'arrivées. Donc, autre propriété, donc des morphismes. Donc, maintenant, on va prendre la chose suivante. Donc, soit, donc, K1, donc un sous-groupe de G2, un sous-groupe de G2. On pose f moins 1 de K1, c'est égal l'ensemble des x qui vont être dans G1, tel que f de x va être dans K1. Donc si on fait un petit dessin, on a G1. Un autre dessin, on a l'ensemble G2, l'ensemble d'arrivée. Si on a une application quelconque f de G1 dans G2, donc là vous avez des éléments. Si vous prenez donc une partie donc de G1 qu'on appelle H1, si vous prenez les images des éléments qui sont ici dans H1, donc, par exemple l'image de celui-là, elle est là, l'image de celui-là, elle est là. Donc cet ensemble-là, ça c'est f de H1. F de H1 est formé par les images des éléments de H1. Si on prend maintenant, par exemple, ces trois ou bien ces deux éléments, donc celui-là, par exemple, c'est l'image de celui-là. Donc c'est l'image de celui-là. Cet élément-là, il a pour image cet élément-là. Cet élément-là, il a pour image, par exemple, celui-là, le même élément ici. À quoi est égal, donc, f moins 1 de K1. K1, c'est la partie entourée par le vert, les éléments qui sont dans cette partie-là. f moins 1 de K1. f moins 1 de K1, c'est égal à l'ensemble donc des x dont les images tombent ici dans K1. Quels sont les éléments dont les images sont ici? Il y a celui-là, que je vais mettre en vert, et celui-là. Donc c'est tout ce qui est en vert. Donc si j'appelle par exemple celui-là, je l'appelle A, celui-là, je l'appelle B. Donc là, je vais trouver ici A et B. Donc f
d'une partie de G1, il est formé par les images des éléments de cette partie-là. L'image réciproque d'une partie de G2, c'est l'ensemble des éléments de G1 dont les images se trouvent dans la partie K1. Donc f-1 de K1, on appelle ça l'image réciproque de K1. C'est défini pour une application quelconque. Ce n'est pas obligé que f soit une application bijective. Donc il faut faire la différence entre f-1, l'application réciproque de f, et cette notation-là n'a pas de relation avec le fait que f est bijective. On peut la définir, toujours la définir, cette notation-là. Donc, si K1 est un sous-groupe de G2, on va voir que f-1 de K1 est un sous-groupe de G1. Donc, première condition, donc on a E1 appartient à G1. Et f de E1, on sait que c'est égal à E2. Et on sait que l'élément neutre E2, il appartient à K1, puisque c'est un sous-groupe. Et E1, E2, il appartient à tout sous-groupe de G2. Ce qui implique que f de E1, il appartient à K1. Et donc, ça implique que A, il appartient à l'image réciproque de K1. D'où f-1 de K1 n'est pas une partie vide. Donc c'est différent du vide. Deuxième chose, donc quel que soit x1 et x2 des éléments qui appartiennent à f-1 de K1, il faut montrer que x1 point x2-1, ça reste dans f-1 de K1. Donc x1 et x2 appartiennent à f-1 de K1, ça implique que l'image de x1 appartient à K1 et l'image de x2 appartient à K1. C'est par définition de f-1 de K1. Ensuite, puisque K1 est un sous-groupe de G2, on va avoir f de x1 étoile f de x2 le tout moins 1 appartient à K1, puisque K1 est un sous-groupe de G2. Ce qui implique, par définition d'un morphisme, et les propriétés qu'on a déjà vérifiées, ça veut dire que f de x1 étoile f de x2 moins 1, ça appartient aussi à K1. C'est voir propriété qu'on a vu avant, donc voir avant. L'image du symétrique, c'est le symétrique de l'image. Ce qui implique, puisque f est un morphisme, ça c'est la même chose que f de x1 point x2 moins 1. Donc ça appartient qu'à 1 parce que f est un morphisme. C'est un morphisme de groupe de G1 dans G2. Donc on a f d'un élément appartient à K1, ça veut dire que cet élément-là appartient à f-1 de K1. Par définition de f-1 de K1. Donc ça implique que l'élément x1 point x2 moins 1 appartient à l'image réciproque de K1. Donc on souligne cette dernière ligne et on souligne le point de départ, quel que soit x1, x2 appartenant à f-1 de K1, on est arrivé
à x1.x2-1, il appartient aussi à f-1 de K1. Et en plus, f-1 de K1, il est non vide. Donc, finalement, on en déduit, donc finalement, f-1 de K1 est un sous-groupe de G1. Donc, en résumé, l'image directe d'un sous-groupe de G1 est un sous-groupe de G2. L'image réciproque d'un sous-groupe de G2 est un sous-groupe de G1. En particulier, on a la chose suivante, donc en particulier, si on prend H1, c'est égal à E1. Donc ça, c'est un sous-groupe de G1. Donc ce qui implique que f de H1 est un sous-groupe de G2. Ce qui implique que f du singleton E1, f du singleton 1, puisque là on a un seul élément. Donc f de cette partie-là, c'est l'ensemble des images, des éléments qui sont ici. Là on a un seul élément, donc ça fait f de E1. Mais f de E1, on a déjà vu que c'est égal à E2. Ce qui veut dire que le singleton formé par E2 est un sous-groupe de G2. Et ça, c'est pas nouveau. On a déjà vu ça. Ça, la partie qui ne contient que l'élément neutre d'un groupe est toujours un sous-groupe. Donc là, ça, cette partie-là, il contient l'élément neutre de G2, donc automatiquement, c'est un sous-groupe de G2. Donc ça, c'est pas nouveau. C'est pas intéressant, mais là, on voit que, donc on arrive à un résultat qui est déjà vu. Donc le deuxième cas particulier, avec, si on prend H1 égale à G1. Donc G1, il est inclus dans lui-même, et on a vu que G1 est toujours un sous-groupe de G1, lorsque G1 est un groupe. Donc avec H1 égale à G1, on a f de H1, c'est l'ensemble donc de f des x, tel que x appartient à G1. Et puisque G1 est un sous-groupe de G1, donc f de H1, qui est formé par les images de tous les éléments de G1, est un sous-groupe de G2. Notez qu'on note par im de f, et qu'on appelle, donc on note m de f, et on dit que noter donc est appelé, on l'appelle l'image de f. On appelle l'image du morphisme f. Donc, on a donc im de f, c'est tout simplement f du groupe G1 tout entier. Donc là, vous avez le dessin suivant, vous avez G1, vous avez les éléments de G1, là vous avez le groupe G2, vous avez donc l'application F, le morphisme F de G1 dans G2. Vous avez l'image de celui-là, elle est là, l'image de celui-là, elle est là, l'image de celui-là, elle est là. Donc F de tous les éléments qui sont dans G1, c'est cette partie-là. Ça, c'est F de G1. Donc les éléments qui sont là sont tous des images d'éléments de G1. Les éléments qui sont à l'extérieur, ils n'ont pas d'antécédent dans G1.
Donc là, on ne prend que les éléments qui sont antécédents des éléments de G1. Donc f de G1, ça va devenir une partie donc plus petite, en général, il est plus petite que G2. Donc f de G1 est une partie de G2. Et c'est un sous-groupe de G2. Donc parfois f de G1 il est plus petite, strictement inclus dans G2. Parfois f de G1 est égal à G2. Lorsqu'on trouve que f de G1 est égal à G2, on va dire que f il est surjective. Donc tous les éléments de G2 vont avoir des antécédents dans G1. Mais en général, f de G1 est inclus, mais n'est pas égal à G2, obligatoirement. Ensuite, comme cas particulier aussi, donc maintenant, si on prend K1 égale G2, et on sait que G2 est un sous-groupe de G2. À quoi est égale l'image réciproque de G2? C'est égal, par définition, donc l'ensemble des X qui sont dans G1, tel que f de X tombe dans G2, appartient à G2. Or, on sait, puisque f il est défini de G1 dans G2, donc quel que soit X appartenant à G1, f de X il appartient à G2. Donc en fait, f-1 de G2, c'est égal à G1. Et ça, c'est évident. On a déjà vu que G1 est un sous-groupe de G1. Ça ne rapporte pas quelque chose de nouveau. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on prend K1, le sous-groupe formé par l'unique élément neutre de G2. Donc avec K1 réduit à l'élément neutre G2, on sait que ça, c'est un sous-groupe. C'est un sous-groupe de G2. Et donc, f-1 donc de K1, c'est-à-dire f-1 de la partie qui ne contient que E2, qui est par définition égal l'ensemble des X appartenant à G1, tel que f de X appartient à K1. C'est donc l'ensemble des X appartenant à G1 tel que f de X, dire que f de X appartient à K1, puisque K1 ne contient qu'un seul élément, ça veut dire que f de X égale à cet élément-là, égale à E2. Donc d'après ce qu'on vient de dire, donc cette partie-là est un sous-groupe donc de G1. Donc f-1 de K1, donc est un sous-groupe de G1. Donc notez qu'R de F, donc ça c'est f-1 du singleton E2. C'est tout simplement l'ensemble des X appartenant à G1 tel que l'image de X est égale à E2. Donc on l'appelle, donc on note le cœur de F, et on l'appelle donc le noyau, appelé le noyau de F. Donc appelé le noyau de F. Donc dans la suite du cours, ou bien des modules qui vont suivre en algèbre, donc vous allez comprendre l'utilité donc de cet ensemble-là. Ensuite, donc toujours dans les propriétés des morphismes, donc maintenant si on prend trois groupes, donc on prend un premier groupe G1 muni de la loi point, un groupe G2 muni d'une loi étoile,
un groupe G3 muni d'une loi qu'on va appeler point gras. Un point grand et un point gras. Donc on a trois groupes. Chacun il a sa loi. Donc si on prend F, un morphisme de G1 dans G2, et G, un morphisme de G2 dans G3, alors la composée G rond F, il va être défini donc de G1 dans G3. Ça c'est l'application G rond F. Donc à chaque élément G1, il définit donc G rond F de X qui est égal à G de F de X. Donc il définit G1 dans G3, la composée des deux applications GF. Et lorsque F et G sont des morphismes, la composée G rond F est aussi un morphisme de groupe. Donc pourquoi ça? Donc on le vérifie facilement. Donc F et G, donc des morphismes. Donc on a G rond F, il est défini donc, on va partir donc de G1, X appartenant à G1, on lui associe F de X. F de X il est dans G2, donc il est dans G2. Si on fait G de F de X, on va tomber dans G3. Donc il est défini de G1 dans G3. À X, il va associer, d'abord on calcule F de X, puis on lui applique G de F de X. Donc ça, F de X il appartient à G2, et G de F de X il appartient à G3. Donc cette application-là, il définit G1 dans G3. En plus, ces F et G sont des morphismes, on va vérifier que G rond F est aussi un morphisme. Pour ça, on va faire la chose suivante. Donc, quel que soit X, Y appartenant à l'ensemble de départ, G1, on va calculer G rond F de X point Y. C'est égal. Donc là, ici, au départ, on a G1 qui est muni de la loi point. Et là, on a G3 qui est muni de la loi point gras. Là, le point ici, on va le mettre en rouge. Là, le grand point, on va le mettre en bleu, par exemple. Donc là, G de X point Y, c'est égal. Donc, par définition de G rond F, c'est G de F de X point Y. Par définition de G rond F, la composée. Et ça, c'est égal G F de X point Y. Puisque F est un morphisme, de G1 dans G2, ça va faire F de X, la F de Y, et là, la loi étoile. C'est la composée dans G2. Donc, c'est la loi étoile. Donc, ce passage-là, c'est parce que F est un morphisme. De G1, muni de la loi point, dans G2, muni de la loi étoile. Ensuite, c'est égal, puisque G est un morphisme, donc G de A étoile B, c'est égal à G de A, c'est F de X, G de F de X, machin, G de F de Y. Quel est ce machin-là? C'est la loi dans le groupe d'arrivée, c'est-à-dire la loi, on l'a noté donc en bleu, c'est la loi point gras. C'est la loi point gras. Ce qui donne, c'est égal. Là, G de F de X, c'est F rond, c'est G rond F, le tout appliqué à X, point gras, F, G rond F, le tout appliqué à X. En regardant la fin, et en regardant le point de départ.
G rang F de la composée de deux éléments dans G1, c'est la composée de leur image dans G3. Ce qui signifie, donc ainsi, G rang F est bien un morphisme de groupe. Donc, est bien un morphisme de groupe donc de G1 muni de la loi point dans G3 muni de la loi point gram. C'est-à-dire la composée de deux morphismes est un morphisme. La composée de deux morphismes est aussi un morphisme. Ensuite, on va passer à la notion de produit des deux groupes. On va passer donc à la notion produit de deux groupes. Donc, on va donc voir une définition et en même temps une proposition. Donc, étant donné deux groupes G1 muni de la loi point et G2 un groupe muni de la loi étoile, on se donne donc deux groupes. Chacun il a sa loi. Donc, on est en présence de deux groupes, ça veut dire qu'on est en présence de deux ensembles. Donc, à partir de G1 et G2, on peut fabriquer un nouveau ensemble qu'on note par G1 croix G2. On va l'appeler G. C'est l'ensemble des couples formés par un élément de G1, ensuite un élément de G2. Donc, on sait définir l'ensemble produit G égale à G1 croix G2. Donc, les éléments de G1 croix G2 sont de la forme A, virgule B, un couple tel que A appartient à G1 et B appartient à G2. Donc, à partir de deux ensembles G1, G2, on peut définir G1 croix G2, on peut définir G2 croix G1, et on peut définir d'autres choses. Mais pour l'instant, donc on a G1, G2, donc on va définir, on sait définir le produit G1 croix G2. Par exemple, à partir de N et N, on définit N croix N. À partir de R et R, on définit R croix R, et ainsi de suite. Et sur cet ensemble-là, on va définir une loi de composition interne, qu'on va appeler delta. On va définir une loi de composition interne qu'on va appeler delta. Comment on va définir delta? Donc, soit un élément, un premier élément qu'on appelle grand X, donc qui est un couple qui appartient à G. Donc, petit a appartient à G1 et petit b appartient à G2. Et on prend un autre élément qu'on appelle grand Y, donc c'est un couple de la forme CD, avec C appartient à G1 et D appartient à G2. Donc l'élément grand X et l'élément grand Y sont des couples, donc ils appartiennent à G. Et on va à partir de XY, on va définir la loi delta. On va écrire grand X delta grand Y, c'est l'élément Z tel que Z est le couple suivant. Donc à partir de deux couples XY, on va construire un troisième couple. Ce couple-là, comment on va le former? Puisque A appartient à G1 et C appartient à G1, donc on peut former l'élément A.C. A.C appartient à G1, car A appartient à G1 et l'élément C aussi appartient à G1. On a B appartient à G2 et D appartient à G2. Donc on peut parler de l'élément B étoile D. Ça appartient à G2 car B appartient à G2
et D appartient à G2. On a un élément qui appartient à G1 et on a un élément qui appartient à G2. Donc, le couple formé par A.C, virgule B étoile D, il va être dans le produit cartésien G1 croix G2. Donc, à partir d'un élément, de deux éléments, donc de G, on est arrivé à former un troisième élément qui appartient aussi à G. G, c'est G1 croix G2. Donc, à partir de deux groupes, on est arrivé à définir un ensemble muni d'une loi de composition interne, puisque cet élément-là, il appartient à G. Donc, c'est une loi, donc delta, delta pour l'instant, est une loi de composition interne. Car X, Y appartient à G et X delta Y appartient à G. Donc, une fois qu'on a donc un ensemble muni de lois de composition interne, donc la question qui se pose, est-ce que G muni de la loi delta est un groupe? C'est-à-dire, est-ce que la loi delta est associative? Est-ce qu'il a un élément neutre? Est-ce que tout élément appartenant à G est insymétrique par rapport à la loi delta? Donc pour ça, on va faire quelques vérifications. Donc on pose grand X, on va écrire ici A1, A2, Y égale B1, B2, Z égale C1, C2. Donc on a X, Y, Z sont des éléments de G. À quoi est égal X delta, entre parenthèses, Y delta Z? Donc par définition de la loi delta, ça va faire donc X delta, Y delta Z, donc ça va faire donc A2, point C2, virgule, donc on a donc les Y il est formé par B1, B2, donc là on va avoir B1, donc on va calculer donc X delta, entre parenthèses, Y delta Z. Ça c'est égal à 1, virgule A2, delta, Y delta Z. Y delta Z, ça va faire P1, point C1, virgule B2 delta, B2 étoile C2. C'est égal à 1, A2, delta ce couple-là. Donc ça va faire la première composante, c'est A1 point, entre parenthèses P1 point C1, virgule A2 étoile, entre parenthèses B2 étoile C2, par définition de la loi delta. Or, à l'intérieur de cette quantité-là, on voit donc c'est égal. La première composante de ce couple-là, c'est cette quantité-là. Dans cette quantité-là, on sait que la loi point elle est associative. Donc ça, on peut l'écrire sous la forme A1 point B1 entre parenthèses. Ensuite, point C1, virgule. La même chose, on sait que la loi étoile elle est associative. Donc c'est la même chose que A2. Étoile B2, le tout étoile C2. Ce qui donne, là c'est un couple d'après l'associativité de points et de la loi étoile. C'est l'associativité
de la loi point et la loi étoile. Ici, donc on peut revenir en arrière en utilisant la définition de la loi delta. Si le couple a un point B1, virgule, A2, étoile B2, le tout, delta, le couple C1, C2. Là, c'est la définition de la loi delta. Ce qui est égal, là on revient en arrière, c'est le couple A1, A2, delta, le couple B1, B2, entre parenthèses. Le tout delta, C1, C2. C'est-à-dire, c'est grand X, delta, grand Y, entre parenthèses, ensuite delta, grand Z. On souligne l'arrivée ici, et on souligne donc le départ. Donc, quel que soit X, Y, Z appartenant à G, X delta entre parenthèses Y delta Z, c'est la même chose que X delta Y entre parenthèses le tout delta Z. Donc, la loi delta est une loi associative. Donc, elle est associative. Donc, il reste à lui trouver un élément neutre. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on pose E indice G. C'est le couple formé par E indice G1 et E indice G2. Donc, E indice G1, c'est l'élément neutre donc, de la loi point avec E G1, c'est l'élément neutre de G1. Et E G2, c'est l'élément neutre de G2. À partir de EG1 et de EG2, on forme le couple EG1, EG2 qu'on appelle EG. Donc, quel que soit X de la forme AB appartenant à G, donc on a A appartient à G1 et B appartient à G2. On va faire donc EG delta X. Ça fait le couple EG1, EG2, delta, le couple AB, qui est égal EG1.A, virgule, EG2 étoile B. Et puisque A appartient à G1, et EG1 c'est l'élément neutre de G1, donc là il reste A. Là, puisque EG2 c'est l'élément neutre de G2, et puisque B il appartient à G2, donc là il reste B. Et donc ça fait X, puisque X c'est le couple AB. Donc on a ça, on obtient CX. Là c'est parce que EG1, donc neutre, c'est l'élément neutre de G1. La même chose pour EG2, c'est l'élément neutre de G2. Donc finalement, quel que soit X appartenant à G, EG delta X, c'est X. Donc c'est vrai à gauche, c'est aussi vrai à droite. Donc de même, on fait le même raisonnement de l'autre côté. Si on fait X delta EG, on va trouver grand X. Par suite, la loi delta, il a un élément neutre. Donc ainsi, E indice G est un élément neutre, c'est même l'élément neutre, donc c'est l'élément
neutre de la loi delta. Troisième chose, donc quel que soit x, toujours de la forme AB, appartenant à G, avec entre parenthèses A appartient à G1 et B appartient à G2. Est-ce qu'il existe un symétrique de x pour la loi delta? Si on revient à la définition de la loi delta, donc AB delta A', B', ça va faire A point A' et B point B'. B étoile B'. Donc il suffit de prendre A' c'est le symétrique de A et B' c'est le symétrique de B pour la loi étoile pour avoir le couple élément neutre EG1, EG2. Donc avec x' c'est égal à moins 1 puisque A appartient à G1 qui est un groupe, donc son symétrique il est unique, on le note à moins 1. B, il appartient à G2, donc son symétrique pour la loi étoile, on le note aussi B moins 1. Donc avec x' égale à ce couple-là, donc entre parenthèses, donc si vous voulez A moins 1, donc c'est le symétrique de A dans G1, c'est pour la loi point. Et B-1, c'est le symétrique donc de B dans G2. Si on fait donc x delta x', ça va faire A point A-1, virgule B étoile B-1. Là, le moins 1, même si on l'écrit de la même façon, là, normalement, le moins 1 qui est là, c'est le symétrique pour la loi point, puisque A, il appartient à G1. Et là, le symétrique qui est là, c'est le symétrique de B pour la loi étoile, puisque B, il appartient à G2. Donc là, c'est le symétrique pour la loi étoile. Et là, c'est le symétrique de A pour la loi point, puisque les deux éléments sont dans G1. Donc finalement, on trouve ici l'élément neutre de G1, et là on trouve l'élément neutre de G2, c'est-à-dire, ça c'est ce qu'on a noté par EG, l'élément neutre de G. Donc de la même façon, donc il faut vérifier des deux côtés de même. Si on fait donc x' delta x, on va trouver que c'est égal à EG. Donc par suite, grand X égale à AP, A insymétrique, donc noter x moins 1 dans G. Et l'on a, donc le symétrique x moins 1, le symétrique du couple AB dans l'ensemble produit, c'est tout simplement le couple formé par le symétrique de la première composante, virgule, le symétrique pour la deuxième composante. Et là, j'utilise un peu de couleur pour vous faire remarquer certaines choses. Donc là, le symétrique de X dans le groupe G, dans l'ensemble G. Là, c'est le symétrique dans l'ensemble G. Là, c'est le symétrique dans G1. Et là, c'est le symétrique dans G2.
Donc même si c'est écrit de la même façon, mais il faut savoir que chaque notation ici signifie une chose précise. Donc finalement, donc G1 croix G2, milieu de la loi qu'on a appelé delta, est aussi un groupe. C'est un groupe. Donc en résumé, donc on vient de voir que on a donc deux groupes G1 milieu de la loi point et G2 milieu de sa loi étoile. Donc l'ensemble produit G1 croix G2 et les milieux de la loi qu'on appelle une loi produit, qui fait que G milieu de cette loi-là, donc ça donne aussi un groupe qu'on note, ou bien qu'on nomme, qu'on appelle le groupe produit de G1 et G2. Donc à partir de deux groupes donnés, donc on peut définir le produit de ces deux groupes-là. Donc c'est un nouveau produit, c'est un nouveau groupe. Donc par exemple, là à partir de, donc si on prend G1, c'est Z, milieu de la loi plus. Et si on prend donc G2, c'est aussi Z, milieu de la loi plus. Donc si on fait G1 croix G2, on va avoir Z croix Z, qui est égal à Z carré. Donc Z carré, on peut le munir donc d'une loi. Donc au départ, si on a donc Z milieu de la loi plus, donc maintenant, si on prend Z carré, il est milieu de la loi plus sa loi à lui. Donc la loi plus. Donc si on prend un couple NM plus un couple KH pour la loi de Z carré, l'addition entre les couples, c'est tout simplement N plus K dans Z, virgule M plus H dans Z. Donc la loi ici c'est en bleu, donc là c'est en bleu. Donc à partir de Z, on peut donc construire le groupe Z carré. Et lorsqu'on a Z carré et Z, donc on peut construire Z au cube et ainsi de suite. De la même façon, si on part de R carré, de R, milieu de la loi plus, donc on peut définir R carré milieu de la loi plus, R à la puissance n en général. Si on part de R étoile milieu de la loi multiplication, qui est un groupe, donc on peut définir R carré milieu de la multiplication entre les couples. On peut définir R étoile au carré, ensuite R étoile au cube et ainsi de suite. Donc à partir de deux groupes, donc on peut définir plusieurs sortes de groupes. Et chaque groupe il a sa loi. Par exemple, si je prends G1, donc c'est Z milieu de la loi plus. Et je prends G2, c'est R étoile milieu de la loi multiplication. Donc là, dans ce cas-là, G, c'est égal à G1 croix G2, c'est égal à Z croix R étoile. Donc la loi delta dans ce cas-là, si je prends un couple qui est ici, donc il va être de la forme NX, un autre couple, il va être de la forme MY, donc la loi produit que j'appelle delta, toujours, ça va être la chose suivante. Donc là, j'ai N, je vais composer N et M, virgule, je compose X et Y. Donc là, je compose N et M par la loi du premier groupe, qui est plus, là je dois mettre un plus. Là, je compose X et Y pour la loi du deuxième groupe, donc c'est la multiplication. Et ainsi de suite. Par exemple, si je prends 1, virgule, moins 1, donc ça c'est un élément de Z croix Z étoile, je peux même prendre ici pi, 1 il appartient à Z, pi il appartient, moins pi il appartient à R étoile,
je fais delta. Là, je prends un autre élément de z, par exemple, je prends moins 2. Là, je prends un autre élément de R étoile, par exemple, racine de 2. Racine de 2. Donc, 1 moins P delta moins 2 racine 2, c'est égal. Là, j'écris 1 plus moins 2, puisque là, j'ai la loi plus, virgule, ensuite moins P, que multiplie racine de 2. Donc, j'obtiens ici le couple moins 1, virgule, moins pi, racine de 2, qui appartient à z croix R étoile. Et ainsi de suite. Donc, à partir de cette construction-là, donc on peut construire plein d'exemples de groupes intéressants.